Le Tour de France débute dans moins d'un mois et c'est le moment que j'ai choisi pour faire une grande preview du parcours de la Grande Boucle, étape par étape. On fera plus tard une vidéo pour nos pronos sur les favoris, mais avant ça, focus sur les moments clés du prochain tour. Allons-y progressivement et commençons donc par la première semaine. Le Tour de France va prendre son grand départ dès le 5 juillet prochain et ça va ravir nos amis du Nord puisqu'on verra la ville de Lille au départ et à l'arrivée de la première étape. Il y aura évidemment quelques côtes tout au long du parcours pour jouer le premier maillot à poids, un premier maillot important pour les plus petites équipes. Et ensuite, on verra sans aucun doute une première arrivée au sprint. Alors attention, au final en ville, au final dans les rues lilloises qui peuvent être plutôt sinueuses, mais on aura quand même un grand boulevard favorable au sprint massif dans les derniers hectomètres de la journée. Et on verra donc un sprinter en jaune, chose qui ne s'était pas passée depuis longtemps sur le route du Tour de France, et qui a dû ramener quelques noms encore plus ambitieux dès le début du tour. On va se focus sur quelques journées à retenir sur cette première semaine, ou plutôt sur ces 10 premiers jours qu'on peut qualifier de plutôt punchy, ça c'est sûr. Il y aura 3-4 étapes réservées aux sprinters, donc avec des sprints massifs presque inévitables, mais on verra qu'il n'y en aura pas beaucoup sur la suite du tour, et 4-5 étapes avec des sprints massifs, cette fois-ci presque impossibles. Est-ce que ces étapes-là seront réservées aux échappés? Est-ce qu'on aura accès déjà à une bataille entre les leaders? On connaît le punch de Poga, le punch de Remco, c'est ce qu'on va essayer d'analyser. Après le Nord, une journée vallonnée à Boulogne-sur-Mer et une autre exposée au vent à Dunkerque, attention au vent du Nord, qui peut jouer des tours à certains favoris du classement général sur les premières journées de course. On va partir vers l'ouest. Et on va notamment partir vers l'étape 4 et 6, deux étapes extrêmement punchy, c'est le moins qu'on puisse dire. Déjà, la 4e journée, une journée qui, pour moi, va plutôt jouer entre leaders. Pourquoi? Parce qu'on aura un enchaînement de bosses courtes avant l'arrivée à Rouen, et ça va jouer dans le dernier tiers de course. Et donc, on pourra voir certaines offensives de Tadej Pogačar, de Remco Evenepoel, ou même d'autres favoris. On pense aussi à des coureurs qui veulent plutôt jouer une victoire d'étape, mais qui n'auront peut-être pas accès aux échappées, comme Mathieu Van Der Poel, pour donc potentiellement même récupérer le maillot jaune avant le contre-la-montre du lendemain. L'étape 6, elle, c'est plutôt une chance pour les baroudeurs, mais il faudra être endurant, ou en tout cas résistant, parce qu'il y aura plus de 200 bornes à parcourir, et c'est une journée où on va monter et descendre tout le temps. Donc on peut prendre de l'avance, la poursuite peut être difficile, si en tout cas il y a un gros groupe à l'avant qui va jouer des relais et qui va jouer le jeu pour la victoire d'étape. Mais il peut aussi y avoir très bien un favori qui arrive en solitaire. C'est un parcours qui peut nous faire penser aux classiques ardennaises, qui peut être apprécié par certains profils des favoris, par Tadej Pogačar notamment, mais on va pas le citer à chaque fois, parce que sinon on va le citer à chaque journée, de ce Tour de France évidemment. Ensuite, l'étape 7 est l'arrivée à Mur de Bretagne. Alors on va pas parler d'arrivée mythique du Tour de France, mais en tout cas c'est un classique. C'est un passage connu du Tour ces dernières années, connu notamment dès que la Grande Boucle passe par la Bretagne. Ça a été critiqué par les coureurs bretons qui ont expliqué qu'il n'y avait pas que cette côte-là qui existait. Mais en tout cas, on a souvent accès à une course de côte quand Mur de Bretagne est au programme. C'est pas étonnant, il n'y aura pas d'écart énorme normalement pour le général, mais on aura accès au premier état de forme de chacun des favoris. Et à partir de là, est-ce qu'on va déjà dire au revoir aux sprinters? On verra qu'il n'y a pas beaucoup de journées qui leur laissent encore une opportunité, ou en tout cas certaines journées où il faudra se battre contre les baroudeurs. Est-ce que les favoris vont se découvrir dès cette première semaine? C'est possible. Sur le Dauphiné, ils l'ont déjà fait. On a eu le Big Free, on va dire, des favoris sur le Dauphiné avec Evenepoel, Vingegaard et Pogačar, et même Vingegaard a osé attaquer, a osé essayer de surprendre Pogačar. Est-ce que c'est la bonne stratégie? Est-ce qu'il va retenter de le faire sur ce Tour de France? C'est une possibilité. Et on sait aussi que Pogačar, lui, c'est des profils qu'il aime bien, que Evenepoel cherchera certainement le premier maillot jaune avec un contre-la-montre qui lui correspond bien pendant ces 10 premières journées. Mais il faut pas oublier que le Tour de France c'est 3 semaines, qu'il va falloir se préserver. Est-ce que Tadej Pogačar il a cette logique-là? Peut-être pas, mais Jonas Vingegaard, lui, on sait qu'il récupérera peut-être plutôt du temps lorsque la haute montagne arrivera. Donc on verra comment ils appréhendent ces 10 premières journées qui risquent quand même d'être difficiles et qui risquent d'y avoir quelques surprises. Après 10 jours, faudra notamment pas sous-estimer les écarts qu'il y aura au classement général. Et il y a notamment une journée qui peut faire des écarts, c'est le contre-la-montre de Caen,
un contre-la-montre plat et long pour les purs spécialistes. On va prendre de grandes routes assez larges, très rapides, parfait pour les gros rouleurs comme Filippo Ganna, parfait pour prendre quelques secondes, voire minutes d'avance pour Remco Evenepoel au général sur certains de ses adversaires. Et ça va certainement donner aussi envie à certains favoris de rattraper leur retard avant la montagne. Par exemple, comme Pogačar a pu le faire sur le Dauphiné, il a perdu du temps sur le contre-la-montre et donc il a voulu rattraper son retard rapidement dès les premières étapes punchy et les premières étapes en montagne après le chrono. Ça va pourquoi pas être le cas sur l'étape 10, une arrivée au Mont d'Or et une arrivée assez difficile, 3 km à 8%, notamment dans le final, un enchaînement de cols plus long que sur les journées précédentes, et c'est une étape qui va être plutôt à l'avantage des baroudeurs, une nouvelle fois. En plus de ça, on sera un 14 juillet, est-ce qu'on va voir un Français s'imposer? C'est une possibilité. Mais il y aura aussi de possibles écarts entre les leaders, parce qu'on sera avant le jour de repos. Certains voudront peut-être déjà se reposer, mais certains voudront peut-être aussi puiser dans leur énergie avant de se reposer. Si une équipe, en tout cas à l'étape en tête, c'est un profil propice pour tout faire péter, ça c'est sûr. On passe à la deuxième semaine, et enfin, nous voilà en pure montagne, dans les Pyrénées d'abord. Après une étape indécise à Toulouse, en 3 jours, on aura 3 gros écarts de suite qui construiront le classement général. La première, c'est une arrivée au sommet à Hautacam, 13,6 km à 7,8%, c'est énorme. Il n'y aura jamais de réel répit, on le voit là, entre le Soulor et Hautacam. Il y aura une bataille notamment pour les échappées, une bataille qui risque d'être tendue sur le plat, qui risque de mettre du temps à se mettre en place. Et les favoris vont certainement se jouer la première victoire au sommet. On a vu qu'en 2023, Vingegaard avait écrasé Pogačar. Pogačar avait eu une défaillance difficile à ce moment-là. Est-ce que le Slovène a une revanche à prendre? Il va pouvoir le faire, mais là aussi où il va pouvoir récupérer du temps, c'est sur la deuxième étape de ce triptyque. Un chrono spécial, pas habituel sur le Tour, mais qu'on voit quand même de plus en plus ces dernières années. Un chrono en montagne. Sur la route du col de Peyresourde, plus une arrivée à l'altiport de Peyragudes, avec de gros pourcentages dans les derniers hectomètres. Évidemment, on va pas prendre de vélo de chrono, normalement il n'y aura pas de changement de vélo, parce que il y aura à peine 1 ou 2 km sur le plat, et puis ensuite ça va taper fort. Est-ce que c'est pas plutôt les meilleurs grimpeurs finalement qui vont s'imposer plutôt que les purs spécialistes? Ça on s'en doute. Un Remco Evenepoel peut encore là tirer un avantage, même si tous les grimpeurs auront leur mot à dire quand on parle de montagne pure. On a déjà eu des retournements de situation sur ce type de contre-la-montre. On l'avait eu notamment à la planche des belles filles et le duel Roglic-Pogačar, mais là c'était en fin de tour. Est-ce que cette fois-ci on n'aura pas peur de trop s'épuiser? Parce qu'on aura une grosse étape encore le lendemain. Une grosse étape avec une nouvelle arrivée au sommet, on en a énormément pendant ce Tour de France, une arrivée à Super-Bagnères après le Tourmalet, et donc le prix souvenir Jacques Godet, qui aura quand même une petite importance, hein, il faut le noter, et le col d'Aspin et de Peyresourde, donc ce sera vraiment un feu d'artifice avant de quitter les Pyrénées. Pour l'échapper, on aura une grosse bataille, mais il faudra beaucoup d'hommes, et surtout des hommes forts, qui auront peut-être déjà perdu un peu de temps avec le chrono de la veille. Et l'échappée, elle peut d'ailleurs seulement prendre son départ officiel au Tourmalet, tellement la bataille risque d'être rude pour se jouer la victoire d'étape. Arriver au bout, ça va être difficile pour les hommes de tête, mais avec l'enchaînement, et peut-être que pour une fois, les favoris vont laisser la victoire, on sait jamais, c'est la dernière journée dans les Pyrénées, avant quelques journées de pause, puis l'arrivée aux Alpes. Pour conclure la semaine, on a une étape parfaite pour les baroudeurs, une arrivée à Carcassonne, mais un vrai final au sommet du pas du sang. Pour la bataille entre les échappés, donc face au peloton, 1 minute suffira certainement pour les plus forts au sommet, pour espérer se jouer la victoire en bas si on ne se regarde pas, évidemment. Et là, encore une fois, il faudra être endurant, il faudra être fort. On pense à différents profils qui peuvent se jouer la victoire, et on pense pas que le peloton aura sa carte à jouer. Enfin, nous voilà en 3e semaine et on va attaquer les Alpes et un final spectaculaire comme on pouvait s'y attendre par les organisateurs. Et avant d'arriver aux Alpes, on va avoir le droit à une arrivée au Mont Ventoux. Une étape bizarre, hein, sportivement parlant, avec finalement du plat tout au long de la journée. Un pronostic plutôt difficile à faire, on ne croit pas trop aux échappées, il faudra pas mal de temps d'avance au pied, mais les favoris auront pas de col dans les jambes et joueront certainement la victoire à fond. Faudra pas sous-estimer la journée, on pourra voir des attaques de loin parce qu'on sait que le Mont Ventoux a ses gros pourcentages dès le pied,
Les favoris devraient gérer l'écart et se tester avant les Alpes au sommet, parce que c'est une arrivée mythique quand même de la grande boucle. Après une journée de transition à Valence, on aura la première vraie étape alpestre, l'étape reine du Tour de France directement, 5400 mètres de dénivelé positif et le point culminant de ces 3 semaines de course. On va côtoyer les 2000 mètres à chaque col et 2300 mètres au sommet à Courchevel après le col de la Lose donc. Le général sera déjà bien établi à ce moment-là, et ça va être, pourquoi pas, le moment de tout faire péter pour espérer une défaillance du maillot jaune. Ça a été déjà fait, notamment par les Visma et The Bike, avec une stratégie simple, mettre des coureurs en échappée, mettre plusieurs gros grimpeurs bien placés au général derrière pour essayer de faire peur à un maillot jaune esselé. En tout cas, il faudra avoir un scénario de ce type si on veut espérer voir un retournement de situation. Faudra aussi en garder un peu sous la pédale pour le lendemain, parce qu'on va enchaîner avec l'étape 19 et une arrivée à La Plagne, une arrivée encore une fois difficile. Une étape très courte, 130 km, mais une étape intense, avec une montée finale régulière à 7%, mais plusieurs autres sommets dans les jambes, et plus l'étape reine de la grande boucle avant. Faudra faire attention à une défaillance qui pourrait être terrible à quelques jours seulement de l'arrivée sur les Champs-Élysées. Et c'est cette journée-là qui devrait conclure normalement les places au classement général final. Conclure ces places au classement général final, sauf si changement de programme pour les organisateurs de la grande boucle. Après une bataille pour les baroudeurs à Pontarlier, on va avoir le droit, vous l'avez certainement entendu, à une arrivée au champ modifié dû aux Jeux Olympiques, dû aux images magnifiques qu'on a eu le droit de voir avec la butte Montmartre. Mais mon avis est mitigé là-dessus, on en reparlera certainement dans une prochaine vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de ce parcours? Est-ce qu'il est trop dur envers les sprinters? Est-ce qu'il va être propice à des retournements de situation? Est-ce qu'on va pouvoir voir des coureurs français s'imposer? On va encore plus l'analyser dans quelques jours, quand on va faire nos pronos sur les favoris de la prochaine grande boucle.